Les consoles que j'ai eu ado, la 64 et la Dreamcast, n'étaient pas franchement les meilleures pour les JRPG. C'était pas non plus le genre qui m'intéressait le plus. Des jeux longs avec des combats au tour par tour, ça m'attirait juste pas trop. J'avais bien aimé Final Fantasy VII et Chrono Trigger, mais ça s'arrêtait là. Mais bizarrement, Grandia 2 est probablement le jeu que j'ai le plus attendu après Ocarina of Time et Turok 2. Dès les premières images que j'ai vues dans les magazines, j'ai été totalement fasciné par ce que je voyais, alors que je ne connaissais même pas le développeur Game Arts. Je savais bien à quel genre Grandia 2 appartenait, mais les graphismes et la description du système de combat me faisaient penser que ce jeu était fait pour moi. Et j'avais bien raison. J'y ai joué à sa sortie sur Dreamcast en 2000. Mais c'était une version un peu chelou sur 2 disques, parce que les données du GD-ROM, le format de disque propriétaire de la Dreamcast, ne passaient pas sur un CD. Ouais, c'était une copie gravée. Je sais, pas bien. D'autant que le piratage a pas aidé une Dreamcast rapidement doublée par la concurrence. Mais bref, je joue cette fois-ci sur PC, à la version remasterisée par Sicket Games et éditée par Gungo USA, sortie en 2019. Elle a pour avantage une résolution moderne en 16 neuvième et une interface adaptée à celle-ci. Cette réédition a aussi un petit problème, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, faisons le tour point par point pour voir si Grandia 2 me fait encore rêver comme à l'époque. Je vais pas prétendre que les graphismes du jeu ont techniquement bien vieilli, même pour sa génération. La Dreamcast avait beau avoir un rendu visuel très propre, elle avait aussi des capacités limitées en ce qui concerne l'affichage de polygones. Pourtant, et c'est sûrement un peu la nostalgie qui parle, je leur trouve encore un charme fou. Les couleurs sont vives et bien choisies, et le style tend vers une fantasy light proche du manga. C'est assez naïf la plupart du temps, et jamais trop effrayant dans les moments les plus sombres. Et puis l'avantage de ce style, c'est que ça vieillit beaucoup mieux que des tentatives photoréalistes de l'époque. Je sais bien que les personnages font un peu Playmobil, et encore, ils n'ont même pas de bouche, mais il est évident qu'un bel effort a été fait sur leur design pour leur donner un maximum de personnalité. Surtout sur les persos principaux, mais les NPC et les monstres se défendent. Même constat pour les animations, elles sont simples et un peu rigides, mais franchement propres. Les décors font bien le taf durant les phases d'exploration en extérieur, même si forcément ça manque de détails par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Par contre, il y a un vrai effort de diversité dans les lieux visités. Les donjons aussi varient beaucoup, parfois plutôt jolis quand ils se déroulent dans des lieux assez ordinaires tels que des temples ou des ruines, d'autres fois un peu bizarres et absurdes quand il s'agit d'une usine ou du corps d'un monstre. Là où le jeu impressionne le plus visuellement, c'est avec ses villes. Chacune d'entre elles a un thème unique et un aspect très original. Tantôt une cité industrielle, tantôt un village dont les maisons sont faites de fossiles. Je ne me lasserai sans doute jamais de voir la caméra faire le tour de chaque ville la première fois que l'on y entre. C'est clair que les développeurs étaient très fiers de leur travail, et ils peuvent l'être. Chacun de ces lieux a un charme fou. On passera sur les quelques cinématiques en images de synthèse qui, pour le coup, sont très courtes, sans grand intérêt et vraiment trop dépassées. Il y a aussi des cinématiques intégrées directement à certains sorts et à certaines capacités. Et là, ouais, ça pique un peu les yeux, surtout en superposition avec la 3D en haute résolution du remaster. Dans l'ensemble, je dirais que Grandia 2 est très désuet, mais aussi très plaisant. Même constat pour les musiques, qui sont clairement de leur temps et très bonnes. Composées par Noriyuki Iwadare, elles sont un appel à l'aventure, qui colle très bien au visuel coloré du titre. Ici encore, les passages les plus sinistres évoquent davantage un cartoon qu'une grande épopée.
Par contre, les doublages sont totalement banals, assez médiocres et très stéréotypés. Miss, do you really want to know what happened to Ryudo? Who are you? It does not matter. Do not look outside. On pardonnera peut-être pour l'époque si on est indulgent, mais aujourd'hui c'est vraiment totalement dépassé. Le reste de l'ambiance sonore est à la fois excellente dans son ensemble et en partie ratée sur ce remaster. Les sons fonctionnent bien, sont parfaitement dans le ton du jeu et habillent parfaitement l'action, du moins sur la version d'origine. La version présente ici a un souci de taille, celui dont je parlais en intro, et c'est le remaster des sons qui est foiré sur 2 points. D'abord, la prise en compte de la distance des personnages est exagérée. Certains sons sont trop forts à proximité des personnages et s'amenuisent trop vite avec la distance. Ensuite, certains autres sons ont un volume trop élevé, qui semble justement totalement ignorer la distance de la caméra par rapport à la source. En particulier celui des pièces tombant au sol après avoir tué certains ennemis. Les bruits de pas aussi ont ce problème, mais ils ont leur propre volume dans les options. À 50%, le problème est plus ou moins réglé. Ces petits X sont surtout présents durant les combats, et rien de tout ça n'est insupportable. Mais il faut s'y faire, ça sort un peu du jeu, et c'est juste pas sérieux. C'est d'autant plus dommage que sur le reste, le portage est de très bonne qualité. Il y a par ailleurs plusieurs solutions partielles à ces problèmes de son sur PC, via des correctifs créés par des fans. Mais chez moi, rien de tout ça n'a marché. Et puis je dois bien vous livrer mon avis sur le jeu tel qu'il est livré. Et réparer un jeu mal fini, ça ne devrait pas être la responsabilité du joueur. Et d'ailleurs, les développeurs du remaster ont déjà corrigé un problème de son par le passé. A la base, les musiques ne bouclaient pas. À la fin d'un morceau, il fallait attendre plusieurs secondes avant qu'il se relance. Ce qui devait être insupportable. Alors pourquoi ont-ils corrigé ce problème et pas les autres? Bonne question. Il y a un domaine auquel un remaster ne peut pas toucher, c'est le scénario. Le tout début de Grandia 2 laisserait facilement à penser que celui-ci va partir dans une direction ultra prévisible. Il y a un dieu du bien, un dieu du mal, bien défini, gravé dans le marbre. Il y a aussi un aventurier cynique et grossier qui a pas mal bourlingué, et une prêtresse naïve et innocente. Tout ça paraît très prévisible et ça s'en dirait presque la série d'aventures fantastiques moisies. Mais le jeu nous fait très vite une petite surprise par l'intervention d'un suppôt du démon qui rejoindra très vite l'équipe. C'est là que le titre pose les bases de l'évolution des personnages et de leur motivation, et lance une série d'interrogations sur la nature même du bien et du mal. En gros, on prend les gros poncifs du genre et on tente de les secouer un peu. Ça fonctionne pas trop mal, et ça tient assez bien la route durant les 3 quarts de l'aventure. Mais la voie choisie par les scénaristes n'est pas forcément beaucoup plus subtile que les clichés qu'ils tentent de remettre en question. On appréciera quand même certains retournements, même si on les voit un peu venir, et on se laissera berner par les états d'âme et considérations pseudo-philosophiques de nos persos, même si on n'y croit qu'à moitié. Le tout se casse quand même un petit peu la gueule vers la fin. Les derniers moments finissent par tomber lourdement dans le sentimentalisme. Les dialogues deviennent vraiment mièvres et gênants vers la fin, au point de rendre l'évolution des personnages de Ryudo, l'aventurier, et Millenia, la démone, peu crédible. On en vomit des paillettes. Mais à part ces petits soucis de fin de partie, les personnages sont quand même assez bien écrits. Comme le scénar, ils sont en apparence stéréotypés, mais réservent une ou deux bonnes surprises. Petite précision en passant, j'ai enregistré cette partie avec des textes en anglais, par habitude, mais ne vous inquiétez pas, ils sont dispo en français aussi et sont tout à fait corrects. Pour finir sur les héros, ils ont pour mérite d'être franchement sympathiques, bien intentionnés et se soutiennent dans leurs déboires avec une maturité qui fait plaisir dans un JRPG. Même Ryudo n'est pas l'edgelord insupportable qu'on aurait pu craindre en début de partie. Il y a même des petites scènes, la première fois qu'on se repose dans une nouvelle auberge, durant lesquelles on fait discuter les personnages autour d'un bon repas. Je crois pas avoir vu ça dans un autre jeu du genre, ou du moins pas sous cette forme. Et franchement, j'aime bien. L'avancement de l'histoire à travers le gameplay se fait de la manière la plus classique possible. Votre petite troupe se déplace dans le monde, de zone en zone, à la recherche de la prochaine victime possédée par Valmar pour l'Oxyre.
Ça se fait généralement en 3 étapes. D'abord quelques zones dans la nature pour s'acclimater à une nouvelle région et à ses ennemis. Puis une ville dans laquelle se ressourcer, se rééquiper et faire avancer l'histoire. Et pour finir, un donjon qui vous mettra un peu à l'épreuve, avec une structure parfois un peu complexe, de petites énigmes et des combats plus difficiles. À la fin du donjon, vous anéantirez le vilain démon et c'est reparti pour un tour. Répétez ça une petite dizaine de fois avec quelques nuances et vous arriverez à la fin du jeu. Ça devrait vous prendre entre 40 et 50 heures pour une première partie, selon la quantité de farming dont vous aurez besoin et le nombre de secrets que vous voudrez trouver. Ils sont rares, mais ils sont bien là. Bon, voilà, ça c'est très classique. Comme le système d'équipement, avec armes, casques, armures, accessoires, etc. Et celui d'inventaire, virtuellement infini. Mais les quelques gros arguments de Grandia 2 tiennent en 3 systèmes, pour le coup vraiment novateurs. Déjà, les règles d'engagement des combats. Ces combats ne sont pas aléatoires. Tous les ennemis sont clairement visibles à chaque instant sur la carte, et vous pouvez même connaître la composition du groupe. C'est en entrant en contact avec le groupe que vous initiez le combat. Vous aurez l'avantage au niveau de la jauge d'action et du positionnement des unités si vous prenez l'ennemi à revers. Et vous serez désavantagé dans le cas contraire. De nombreux jeux plus récents ont adopté un système similaire depuis, mais ne donnent généralement pas autant d'informations sur le groupe ennemi. J'aime aussi beaucoup le système de progression qui est basé sur 2 ressources et 3 axes. Les 2 ressources, c'est les pièces spéciales et les pièces magiques, que vous gagnez après chaque combat. À vous d'utiliser ces pièces dans chacun des 3 axes d'évolution du jeu. Le premier axe, c'est les coups spéciaux de vos personnages. Ils sont uniques et liés au perso en question. Ce sont des pièces spéciales qu'il faut dépenser ici. Le deuxième axe, ce sont les œufs mana, dans lesquels vous investirez des pièces magiques pour débloquer ou améliorer des sorts, liés cette fois à l'œuf, que vous pouvez équiper et rééquiper à loisir entre vos personnages. Le troisième et dernier axe, c'est les livres de talent, qui permettent de débloquer des capacités passives, améliorant diverses stats liées au perso ou à leurs compétences. Là, ce sont les capacités individuelles que vous liez au personnage selon vos préférences. C'est ce dernier axe d'évolution qui fait tout le sel de la gestion des points, car certains talents passifs se payent en pièces spéciales et d'autres en pièces magiques. Vous devrez donc bien réfléchir à vos priorités durant les achats en pièces spéciales ou magiques. J'aime particulièrement ce système de progression parce qu'il donne beaucoup de liberté au joueur et il lui permet de s'exprimer à travers l'évolution de son équipe. Le dernier grand système de Grandia 2, c'est son système de combat. Selon moi, l'un des meilleurs jamais vus dans un JRPG. Déjà, les combats se déroulent dans des arènes, dans lesquelles les personnages se déplacent au fil de leurs actions. Ensuite, les capacités et sorts affectent parfois des zones limitées, circulaires ou linéaires, qui demandent de prendre en compte la position des ennemis. Mais ce qui fait vraiment prendre la sauce, c'est cette jauge d'action en bas de l'écran, sur laquelle vous pouvez voir les symboles représentant chaque allié et chaque ennemi. Voici comment elle marche. Sur cette première zone, les icônes se déplacent en fonction de la vitesse d'action de chaque personnage. Arrivé au point COM, le personnage en question choisit son action. Il attend ensuite à nouveau jusqu'à atteindre le point ACT et exécute alors l'action déterminée, qui peut être une attaque, une parade, un déplacement, une capacité spéciale ou un sort. Entre le point COM et le point ACT, l'action choisie par chaque personnage est indiquée. Les capacités en charge sont indiquées par des rayons bleus autour du personnage et les sorts par des orbes verts. Vous pouvez d'ailleurs vérifier plus précisément ce dont il s'agit en mettant le personnage en surbrillance. Ça va jusque là? Vous suivez? Ok. Alors voici la dernière étape du système qui le rend vraiment génial. Vos propres actions peuvent interrompre temporairement la progression des ennemis sur la jauge, voire la faire reculer. Certaines attaques ou capacités permettent même d'annuler une action ennemie en cours, les faisant reculer dans la jauge au-delà du point COM.
Tous ces petits éléments mis bout à bout créent un combat très riche, très varié et que vous ne pourrez presque jamais résoudre en forçant avec les attaques de base, comme dans beaucoup d'autres jeux du genre. Franchement, ça reste relativement facile la plupart du temps, d'autant que les nombreux points de sauvegarde vous permettent de régénérer votre vie et votre mana gratuitement, et donc aussi de farmer facilement dans les environs. Mais certains boss et quelques ennemis peuvent réserver de méchantes surprises si vous n'êtes pas vigilant et que vous n'évaluez pas bien la situation, surtout sur une première partie. Il existe par ailleurs un nouveau mode difficile dans cette version moderne. Il inclut quelques changements de comportement des ennemis et les rend un poil plus rapides, ce qui est une bonne façon d'ajuster la difficulté. Mais il leur donne surtout des tonnes de points de vie additionnels, ce qui est probablement l'une des pires façons de faire. Du coup, les boss qui sont assez épiques à la base deviennent parfois juste ennuyeux. C'est un peu du gâchis. Mais c'est juste du contenu additionnel, et sur une première partie, je recommande de jouer en difficulté normale de toute façon. Grandia 2 fait partie de ces jeux cultes qui ont été un peu boudés par le grand public à l'époque, mais qui méritent pleinement la réputation que leur donnent leurs fans. Je l'ai dit plus tôt, ce jeu est tombé pile au bon moment pour moi. Et il a tellement résonné avec ce que je pouvais attendre d'un JRPG qu'il m'a ouvert au genre à l'époque. Alors forcément, je suis très nostalgique, c'est évident. Je sais aussi que l'histoire et la présentation ne comptent pas parmi les meilleurs du genre. Inutile de comparer un Final Fantasy sur ces points. Par contre, je pense honnêtement que les systèmes de progression et de combat en font un grand jeu, reconnu par trop peu de monde. J'avoue aussi avoir un point de vue un peu particulier. Même dans un JRPG, je suis avant tout intéressé par le gameplay. Et je crois que sur ce point particulier, Grandia 2 fait simplement partie des tout meilleurs. Et voilà pourquoi, si vous aimez le genre, je vous propose de lui donner sa chance. Et si vous ne pouvez pas passer outre les problèmes de ce remaster proposé à 20€, il y a d'autres solutions, hein. Je parle d'attendre une bonne promo, bien sûr. À la prochaine, hein. Et d'ici là, amusez-vous bien.